Bonsoir. Les produits de nos régions, on en raffole pour leur saveur, mais ont-ils toujours le goût de l'authentique? Comme promis, sur l'étiquette, le pastis est-il toujours de Marseille? Les fraises de nos campagnes, le miel de nos montagnes et les crêpes de Bretagne. Vous allez voir que notre enquête révèle des pratiques parfois très étonnantes. Le pastis tout d'abord. Voilà bien un produit qui sent bon la Provence. Mais la star de l'apéritif est un énorme enjeu pour les industriels. Et vous allez découvrir que pour produire en grande quantité cette boisson emblématique de la France, certains ingrédients principaux ne sont pas toujours cultivés dans le sud du pays. C'est ça que les Français importent le plus, de l'anétole. C'est de l'huile d'anis que les paysans viennent de distiller. Je sais que les Français fabriquent le pastis avec ça. Le miel, c'est l'un des produits du terroir préférés des Français. Miel de montagne, miel de nos régions ou miel de lavande, l'un des plus chers. Mais est-il réellement toujours bien de chez nous? Vous allez voir que de plus en plus de fraudeurs n'hésitent pas à importer des miels de l'étranger et à mentir sur sa provenance. Je travaille avec quelques apiculteurs surtout en Bulgarie. Ils montrent leurs clients que c'est du miel français. Pour les débusquer, les enquêteurs de la répression des fraudes ont monté une brigade spéciale. On vient vous voir au sujet des miels que vous commercialisez. Ce miel n'a pas droit à l'appellation miel de lavande. En fait, c'est les abeilles qui ont mélangé le miel de lavande avec le miel noir de la forêt. Nous nous sommes également intéressés au juteux marché de la fraise, un des musts de l'été. Nous avons remonté la filière de production en France, mais aussi en Espagne. Entre fraises clonées et méthodes de production illégales, la fabrication des fraises que nous achetons sur nos marchés a parfois de quoi laisser un arrière-goût amer. La culture de la fraise, c'est un travail très difficile. Ils te payent 33 € la journée. C'est de l'esclavage moderne, avec une mafia qui exploite les travailleurs. Enfin, nous avons décortiqué le business de la crêpe, un symbole de la tradition bretonne. Et là encore, nous avons découvert que certaines préparations étaient bien loin d'avoir la saveur du terroir. C'est une poudre déshydratée. Il y a les œufs, la farine, le lait et du beurre. Ça marche du feu de Dieu. On avait dit aux gens que vous feriez de la pâte à crêpes dans une écurie, vous m'auriez dit quoi? Je vous aurais dit, bah c'est possible, hein. Pastis, miel, fraises, crêpes, alerte aux faux produits du terroir, une enquête signée Grégoire Lamarche. En vacances ou en famille, les Français sont fans des petits marchés locaux. Bonne journée, merci à vous, au revoir. L'endroit idéal pour dénicher de bons produits du terroir, notamment des spécialités régionales ou des fruits et légumes de saison. Et voilà, jeune homme, mais merci beaucoup. C'est des super bons fruits et légumes, donc je viens régulièrement parce que c'est de la qualité. Mais malgré leurs tarifs attrayants et leur aspect appétissant, ces produits ne sont parfois pas si authentiques qu'il n'y paraît. Alors, comme sur ce marché du sud de la France, les inspecteurs de la répression des fraudes veillent au grain. La méthode de Jean-Luc Gomis et son collègue, c'est le contrôle surprise. Bonjour monsieur, alors on se présente d'abord. Ah, monsieur Gomis, monsieur Olivier, on est service de la répression des fraudes. On est sur le marché aujourd'hui, vous nous avez vu? Oui, voilà, vu. voilà, donc il n'y a pas de souci. Des melons aux tomates, en passant par les aubergines. Les deux hommes passent tout en revue. France. Ici, pas de problème, tous les produits sont d'origine française, comme promis par le commerçant. Mais un peu plus loin, c'est un stand de spécialités régionales qui attire leur attention. Car ici, enchoyade, olivade et tapenade ne leur semblent ni de première fraîcheur, ni concoctées selon la recette originale. Hein, voilà, on est sur le marché, il n'y a pas de plainte concernant votre établissement, hein, votre étal. Voilà, on est sur le marché aujourd'hui, donc on fait des contrôles comme on en a fait avant d'arriver jusqu'à vous. Vous indiquez du coup de tapenade maison. Tout à fait. Donc alors ce pot-là, il ressemble. C'est préparé à la maison, tout à fait. Donc avec de l'anchois? Non, sans anchois. D'accord. Donc sans anchois. Ouais. Qu'est-ce que vous avez là? Est-ce que vous appelez tapenade, c'est quoi? C'est de l'olive écrasée avec des capres et de l'huile. Donc c'est pas une tapenade? C'est sans anchois la tapenade. Non, c'est avec anchois. Mais là, il n'y a pas d'anchois. Non, il n'y a pas d'anchois justement. Sinon, vous êtes obligé de la réfrigérer en fait. Une tapenade sans anchois, ce n'est donc pas une vraie tapenade. Mais elle semble l'ignorer. Idem pour les olives façon niçoise, qui n'ont pas été préparées avec les ingrédients obligatoires, et pour cause. Sur le seau, à aucun endroit, on voit façon niçoise ou référence à Nice. Parce que façon niçoise, ça veut dire qu'on fait référence à un terroir. Oui. D'accord. Mais à aucun moment, c'est inscrit Nice ou façon niçoise ou quoi que ce soit. On a Coquillos. C'est marqué Espagne d'ailleurs. Oui, d'Espagne. On ne dit pas que c'est des niçoises AOP. Non, mais de façon niçoise. Qui ressemblent aux niçoises. Enfin,
dans mon idée, c'est pour ça que je pensais que c'était normal. Une pointe de mauvaise foi, plusieurs préparations qui ne respectent pas vraiment la recette typique de leur région d'origine, mais il y a pire. Quasiment aucune n'est conservée dans les bonnes conditions. Pour lesquels il est marqué à conserver à plus 15 max. Donc on est à 27,3 degrés. C'est une infraction très grave. Là, si on vous en demande, je vous en vendez plus. Parce que là, il y a un risque. Le risque, c'est l'intoxication alimentaire. Chaque année, elle est responsable de près de 400 décès en France. Donc ça fait 5 heures que le produit est conservé à température ambiante, pour un produit qui doit être conservé à 4 degrés maxi. Donc là, c'est sûr que madame fait courir un risque à sa clientèle. La sanction est immédiate. Vous ne pouvez pas continuer à les vendre comme ça. Hein, mais si vous le faites devant nous. Comme ça, on assiste à la destruction des produits. Voilà, on en tiendra compte. Hein, s'il vous plaît. Voilà, donc on va recevoir une amende. Bon, vous n'avez tué personne, vous n'avez rendu personne malade, heureusement. Mais voilà. Allez, voilà, comme ça, vous le faites dans le camion, on ne vous voit pas, on n'a pas besoin de... Vous mettez du dégraissant dessus, ça suffit. Allez, très bien, madame. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir, bonne continuation. Allez, au revoir, monsieur. Bonne journée, au revoir, monsieur. Les inspecteurs sont intransigeants, car les mauvaises pratiques et les arnaques aux faux produits régionaux sont en augmentation. Notamment sur un produit qui fait un carton sur nos marchés, le miel de pays. Selon un récent rapport du syndicat national des apiculteurs, 45% des pots vendus ne seraient pas vraiment de l'origine indiquée, mais proviendraient d'une fraude à l'importation. Alors comment s'y retrouver? Comment reconnaître un miel de qualité? Pour le découvrir, direction une région unique au monde. Le plateau de Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence. Des champs violets à perte de vue. 800 km² de terres ensoleillées, presque uniquement dédiées à la lavande, et qui font partie de notre patrimoine culturel. Ce territoire, c'est le petit coin de paradis de Gérard Jourdan, un apiculteur de 62 ans, et de ses abeilles. C'est en effet ici qu'elle butine, de début juin à fin juillet, en toute liberté, afin de produire un miel d'exception. Une saison que Gérard attend chaque année avec impatience. L'apiculture, c'est l'attente toute une année pour arriver au mois de juillet à la lavande. Parce que bon, c'est quand même un mois fatidique, hein. C'est le mois où on produit le meilleur miel de Provence. Et c'est le mois où c'est les plus belles récoltes, quoi. On fait les plus belles récoltes. Dans 10 jours, ce sera tout à Arras. Les célèbres champs ne sont fleuris qu'un mois par an. C'est pour cela que le miel de lavande est un produit précieux. Et oui, il vaut de l'or, parce que bon, il est de plus en plus rare. Il est de plus en plus rare de produire du miel de lavande en grosse quantité. Et donc, il commence à valoir de l'or. Vendu jusqu'à 45 € le kilo, presque 3 fois plus cher qu'un miel ordinaire. Le miel de lavande est en effet un petit trésor. Car la saison est limitée et le cahier des charges exige une teneur en lavande la plus pure possible. Comme il est impossible d'imposer aux abeilles de butiner telle ou telle fleur, Gérard a installé ses ruches juste au bout des champs de lavande, dans un coin discret, où il vient récolter chaque jour son précieux nectar. Alors, on va voir le résultat. Le miel de lavande se reconnaît à son arôme, mais aussi à sa couleur unique et très caractéristique. Donc voilà. Voilà, c'est bien du miel de lavande, clair comme ça. Malgré ces conditions de travail idéales, ces abeilles disparaissent, victimes de la pollution et des pesticides. Chaque année, on est obligé d'augmenter le nombre de ruches pour compenser la perte de miel. C'est-à-dire que moi, depuis 10 ans, toutes les années, je mets plus de ruches. Moi, je suis parti à 10 au départ. Hein. Et plus je mets de ruches, moins je produis de miel. Résultat, en 23 ans de métier, Gérard n'a jamais produit aussi peu. Entre 1,5 tonne et 4 tonnes par an. Il les commercialise directement du producteur au consommateur, dans sa miellerie installée à Auriol, à 35 km de Marseille. Dans la région, son savoir-faire est légendaire.
Pour découvrir la production du jour, il faut d'abord débarrasser les alvéoles de la cire d'abeille, qui ne sert à rien. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Une fois passés à la moulinette, ne sont extraits que quelques centilitres par ruche. Voilà, miel de lavande. Un nectar pur, non filtré, non pasteurisé, ni chauffé ou mélangé, qui fait toute la richesse de sa fabrication artisanale et qui attire tous les gourmets de l'arrière-pays provençal. Dans sa boutique, Gérard propose 5 autres variétés toutes locales. Mais c'est surtout pour le miel de lavande que les amateurs se repassent la bonne adresse. Rentrez, j'ai pas ouvert du coup. Bonjour. Ce qui a attiré ce client, c'est la certitude de consommer un vrai produit du terroir. Voilà. Et fait maison. Vous êtes le premier client de l'année. Hein. Ah, ben c'est pas bien. Voilà, ça c'est la traçabilité. Donc on met ça sur le fût, on met ça sous le pot. Une traçabilité garantie et pour un prix raisonnable. 16 € le pot d'1 kilo, l'un des moins chers du marché. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Allez, je vais vous rendre la monnaie tout de suite. Là. Ah, moi je viens ici parce que c'est le producteur et bon, on voit que le miel c'est naturel. Hein. Ça c'est la bonne qualité. Et dans les grandes surfaces, je sais pas ce qu'ils y mettent dedans. Hein. Mais vous allez voir que les pots que nous trouvons en grande surface et même sur certains marchés locaux n'ont pas toujours la même saveur de l'authentique que le miel de Gérard. Très gourmand, les Français consomment plus de 40 000 tonnes de miel par an, en moyenne 2 pots de 250 grammes par personne. C'est 2 fois plus que le reste du monde. Parmi les plus recherchés, les miels de nos terroirs, gages de qualité, toutes les régions ont leur appellation. Des sapins du Jura aux châtaigniers des Pyrénées, avec en tête des ventes le fameux miel provençal. Le problème, c'est que les apiculteurs français produisent seulement la moitié de ce que nous achetons. Alors d'où vient le reste ? Vous allez voir que certains miels possèdent une origine plutôt étonnante. Il suffit de naviguer sur Internet pour découvrir des milliers d'offres, et à tous les prix. Avec ici par exemple, un pot vendu à 20 € le kilo, et là à plus de 40. Une offre retient particulièrement notre attention. À 13 € le kilo, moins cher que celui de Gérard, pourtant garanti bio, pure lavande et vendu directement du producteur. Nous contactons l'apiculteur et lui donnons rendez-vous à Marseille. Muni d'une caméra cachée, notre journaliste se fait passer pour un vendeur de miel qui cherche de nouveaux produits. Bonjour. Bonjour. Bien. Première surprise, l'homme n'a pas franchement l'accent provençal, et pour cause. Je suis d'origine bulgare, donc je travaille avec quelques apiculteurs qui se trouvent en Bulgarie, qui font du miel artisanal, de très bonne qualité, etc. Et ce que je fais, donc je fais venir le miel en vrac, et tout le reste se fait ici à Marseille. En fait, cet homme n'est pas un producteur, mais un négociant bulgare qui importe du miel de son pays. Face à notre étonnement, il nous montre des photos des ruches, des artisans avec qui il travaillerait. De la neige, mais pas un champ de lavande à l'horizon. Pour nous assurer de la qualité de ces produits, il nous propose donc une petite dégustation. Ça, c'est les échantillons que je vais te faire goûter. D'abord, on va commencer par la lavande. Voilà, ça, c'est la lavande de l'année 2017. D'accord. Voilà, tu goûtes. C'est marrant parce que moi, dans mon esprit, la lavande était plus blanc. Sans être un expert, nous constatons que son produit est nettement plus foncé que celui de Gérard. Nous lui demandons les certificats d'analyse, obligatoires pour la revente de certains miels de lavande. Est-ce que donc, je pourrais voir les certificats du laboratoire? Je les aurai, oui, dans 2 mois à peu près. D'accord. Impossible de vérifier la qualité de la marchandise, et le goût n'est pas non plus à la hauteur de la promesse vendue par l'étiquette. Pire, il se dit prêt à une pratique totalement frauduleuse et interdite. Okay. Est-ce que c'est possible de changer les étiquettes ou pas? De mettre des étiquettes, je sais pas, d'autres étiquettes? Tu m'as dit que tu faisais l'étiquetage, mais est-ce que tu peux personnaliser les étiquettes ou non, tu gardes tes étiquettes? C'est différent, c'est différent. Toi, tu me parles d'un produit, ça s'appelle un produit blanc, c'est-à-dire un produit qui est vendu sans étiquette. Oui. Voilà, ça c'est faisable. Et ensuite, à toi de te faire les étiquettes et tout ce que tu veux. D'accord. Parce que j'ai déjà une personne, je ne vais pas te la citer, qui m'achète des veaux blancs. Qui vont, je te l'ai dit, à Aix. Donc, le gars, est-ce qu'ils vont qu'à Aix? Je ne sais pas. Mais sur les marchés? Oui. Ils montrent leurs clients que c'est du meilleur français que ça. Et on retrouve ton logo dessus?
Comment? On retrouve ton logo dessus ou non? Non, c'est que le pour sur l'étiquette. Mais ils disent oui, c'est les Air France, ils trompent les clients. C'est un choix, moi, voilà, je suis pas libre de faire ce que je veux. Voilà donc comment du miel d'importation peut se retrouver sur nos marchés sous l'appellation « fabriqué à Marseille », alors qu'il provient d'abeilles bulgares, et sans aucune garantie qu'elles aient butiné de la lavande. Dans la région de Marseille, les inspecteurs de la répression des fraudes ne se contentent plus de traquer les filous sur les marchés. Ce bâtiment abrite une brigade antifraude, et la spécialiste du miel, c'est Monique Palin. Sur son bureau, les dossiers ne manquent pas. Il y a quelques jours, elle a reçu un signalement d'un apiculteur du Var qui fait part de ses doutes concernant un miel de lavande trouvé sur un marché. Cet apiculteur a trouvé ce miel anormalement foncé et c'est le prix aussi anormalement bas pour un miel de lavande qui a attiré son attention. Monique a commencé à mener l'enquête. Elle s'est procuré un échantillon de ce soi-disant miel de lavande et l'a fait analyser en laboratoire. Le résultat est sans appel. Le laboratoire de Marseille a examiné en premier lieu les caractéristiques organoleptiques du miel, c'est-à-dire son aspect, sa couleur, son odeur, sa saveur et ses arômes. Le laboratoire m'a dit qu'on retrouvait un petit peu les arômes de lavande, mais qu'ils n'étaient pas prédominants. Voilà. Donc, en fait, le profil organoleptique de ce miel ne correspond pas à celui de miel de lavande. Il est temps pour elle et son collègue, le fin limier Jean-Luc Gomis, d'aller rendre visite à celui qui commercialise ce faux produit du terroir. Première étape, le localiser, car il vend essentiellement par correspondance. C'est sur quoi là? C'est sur son Facebook. Facebook, voilà, où en fait il propose ses miels. Et tu vois justement, on voit le miel de lavande là, dont l'apiculteur qui a saisi la direction du Var nous dit qu'il est trop foncé pour un miel de lavande. Il s'agit en fait du négociant bulgare que nous avions rencontré en caméra cachée. Peu discret, il s'est fait repérer sur Internet. Il annonce là, sur une publication du 6 août, le miel, donc c'est sa marque, la marque des miels Made in Marseille. Donc, Made in Marseille, il laisse croire à l'acheteur potentiel que c'est du miel fabriqué. Du miel marseillais, quoi. Made in Marseille. Après avoir trouvé son adresse, c'est parti pour une petite visite surprise. Il vivrait au cœur du centre-ville de Marseille, au dernier étage de cet immeuble un peu vétuste. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Inspecteur de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Voilà. Et on vient vous voir au sujet des miels que vous commercialisez. Surpris de bon matin, l'homme feint l'étonnement, mais pas de quoi détourner Monique de son objectif. Et les produits donc, que vous commercialisez, vous les stockez où? Dans un entrepôt qui n'est pas ici. Il est où? À Marseille toujours. À Marseille? D'accord. Il est loin de votre domicile? Il n'est pas très loin? Oui, bon, il n'est pas très loin. Oui. Il n'est pas très loin, bon, on ira aussi... Prétextant devoir s'habiller, il leur donne rendez-vous dans la rue pour rejoindre son entrepôt. Très bien, allez, on vous attend. À tout de suite. Tout de suite, merci. Ces quelques minutes pour s'habiller lui ont visiblement rafraîchi la mémoire. Il vient de se souvenir que son stock était en fait dans l'immeuble. Au premier étage, donc j'ai un peu de stock que je peux vous montrer. Ouais, voilà. Oui. J'ai eu quelques, voilà, ici, par exemple, une facture d'achat avec le certificat bio, les étiquettes aussi, voilà. Après, vous allez me poser les questions qui vous intéressent, moi je vous répondrai. Voilà. Comme ça, hein? Allez, d'accord, ben, on va au premier étage. Retour à l'intérieur, dans un appartement en chantier. Un travaux, c'est ça en fait? Oui, vous faites des travaux là. Sous une bâche en plastique, plusieurs cartons de marchandises. Des dizaines de pots de miel, avec ou sans étiquette. Et même cet ustensile qui sert à conditionner du miel en vrac. Visiblement tout un stock prêt à être écoulé dans la région, sous une appellation qui laisse peu de doute sur son origine. D'autant que l'étiquette précise bien que le produit a été créé et élaboré en France.
Seules les deux initiales, BG, font référence à la Bulgarie. Sur l'étiquette, c'est tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc j'ai tapé un peu notion obligatoire à mettre sur une étiquette pour la vente alimentaire, la vente de miel en particulier, etc. Donc j'ai vu un peu sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai... Voilà. Il n'y a peut-être pas une volonté chez vous de cacher que ce non, sauf que l'indication, ce que vous indiquez, c'est pas suffisant. Il faut mettre Bulgarie en toutes lettres. Ce sont les mêmes pots que Monique a fait analyser. Et la teneur en lavande est très faible. Le nom est donc illégal. Ce miel n'a pas droit à l'appellation miel de lavande. Plusieurs fleurs ont été butinées. Et pour lui, ce serait uniquement la faute des abeilles. D'après la lavande que vous avez pris pour analyser, ça a été mélangé avec le miel de... En fait, c'est les abeilles qui ont mélangé le miel de lavande avec le miel noir de la forêt. Et oui, mais après, les abeilles, on ne les tient pas en laisse. On leur fait pas butiner ce qu'on veut. C'est elles qui choisissent. Pourtant, sur l'étiquette, le commerçant affiche clairement être en mesure de garantir la traçabilité sans faille de ses produits, ainsi que l'absence de mélange. Pour Monique, le commerçant fait preuve au minimum d'amateurisme. Normalement, un apiculteur digne de ce nom, il connaît les caractéristiques d'un miel de lavande. Donc l'apiculteur, il n'aurait pas dû l'appeler miel de lavande. Jean-Luc Gomis tient à lui rappeler sa responsabilité. Attention, encore une fois, moi j'attire votre attention sur le fait que dès lors que vous mettez ce produit avec à votre nom et votre adresse, marque commerciale sur le territoire national, vous êtes responsable. Sachez une chose, c'est que chaque fois qu'il va y avoir un problème, la personne qui sera poursuivie, c'est vous. Effectivement, chaque pot non conforme est punissable de 1 500 € d'amende. Et tous ces pots sans étiquette commencent à faire douter Jean-Luc. En comparant la facture d'une commande passée 10 jours plus tôt avec les stocks de la pièce, le compte n'y est pas. Moi je regardais, c'est votre dernière facture d'achat, ça. Donc il remonte au 5 novembre. C'est la dernière? C'est ce qui correspond à ce que vous avez là, monsieur? Non, là j'ai du miel qui va arriver bientôt, donc voilà. Alors qu'on se comprenne bien, monsieur, vous avez un autre endroit où vous stockez du miel? Oui, j'ai un peu, oui, j'ai un autre endroit aussi. Il y en a à peu près, en quantité, peut-être comme ici, oui. Et c'est où cet autre endroit, monsieur? C'est à Marseille, pas loin d'ici. Non, mais parce que c'est pas très bien sécurisé, c'est rien contre vous, mais jamais personne là-bas parce que je veux pas que les gens voient aussi parce que c'est pas très bien sécurisé et tout, j'ai peur du vol, etc. Non, mais nous, alors avec nous, vous n'avez rien. Service de rien contre d'État, donc voilà. Mais donc, nous, on a besoin d'aller voir cet endroit quand même. Le flou entretenu par le commerçant autour de sa production et de ses stocks commence à excéder les deux enquêteurs. Ils soupçonnent désormais un peu plus que de la simple négligence. D'autant que ce deuxième stock, a priori situé ailleurs à Marseille, est finalement découvert à un autre étage de l'immeuble. Encore plus impressionnant que le précédent. Des pots, mais aussi des bidons de miel en vrac, sans indication précise sur son origine. Pour Jean-Luc et Monique, ça sent la fraude. Ouais, je commence à avoir un peu de mal à vous croire sur la fête de vos explications. Oui. On vous entend, c'est normal de vous entendre, mais on a aussi des éléments qu'on a recueillis par ailleurs. Et moi, si je peux me permettre, c'est dans votre intérêt qu'on se dise la vérité. Après, il peut y avoir des choses, effectivement, il peut y avoir des choses où vous avez agi, vous avez peut-être vendu des pots sans étiquette. Il vaut mieux entendre dire, oui, écoutez, effectivement, j'ai commis une erreur, si c'est le cas, plutôt qu'on l'apprenne. Par ailleurs, que ce soit certifié et qu'après, ce soit vendu. Jean-Luc pense que le Bulgare écoule une partie de son stock en vrac, ce qui est formellement interdit. D'accord. Vous n'avez jamais proposé, vous n'avez jamais dit que c'était possible quand même de vendre sans étiquette, honnêtement. Jusqu'à maintenant, je n'ai vendu à personne des pots sans étiquette. Une pratique interdite qu'il nous disait pourtant utiliser pour fournir un revendeur d'Aix-en-Provence lors de notre interview en caméra cachée quelques semaines plus tôt. Saisis lors de la visite, plusieurs pots seront analysés. Malgré l'absence de flagrant délit, les deux inspecteurs ont décidé de poursuivre leur enquête. Ce qu'ils redoutent, c'est un trafic de grande ampleur. Le but de nos investigations, qui vont suivre, c'est de voir s'ils vendent des pots de miel non étiquetés. Parce que là, pour le coup, ça pourrait entretenir une pratique de tromperie. Alors là, il pourrait y avoir des revendeurs sur des marchés, mais même des apiculteurs qui rencontrent une mauvaise récolte, qui pourraient lui acheter du miel non étiqueté et qui apposeraient sur le pot leur propre étiquette.
en laissant croire que c'est du miel de leur production, donc du miel d'une production française. À ce jour, ils enquêtent toujours sur le revendeur bulgare, persuadés d'être sur la piste d'une partie des 4000 tonnes de miel d'importation écoulées illégalement en France, soit près de 16 millions de pots de 250 grammes. Et le miel n'est pas le seul produit que les inspecteurs surveillent de près. Dans leur collimateur chaque année, il y a aussi la fraise, l'un des fruits les plus vendus et au cœur d'une incroyable bataille commerciale. Pour le comprendre, direction Villeneuve-sur-Lot, dans le sud-ouest. Un village de carte postale au cœur de la région des fraises, où chaque samedi matin, c'est bien sûr elle, la star du marché. Comme sur l'étal de Patrick Jouy, ce producteur local, où l'on s'arrache les plus belles variétés françaises, aux noms qui sentent bon le terroir. De loin, c'est toutes les mêmes, mais il y a beaucoup de différences entre une fraise française et une fraise étrangère. Et même dans les variétés de fraises françaises, il y a beaucoup de différences, à savoir que la sifflorette, c'est celle qui est la meilleure toute l'année et assez régulière, qui est la plus prisée par les consommateurs qui la connaissent. La gariguette, c'est la variété qui est la plus produite parce qu'il y a eu de la publicité de fête dessus. Des fraises de tradition parmi les plus goûteuses du monde, vendues entre 8 et 12 € le kilo. C'est incontournable de l'été et le fruit préféré des enfants. J'ai pas du tout de préférence, je laisse ma fille choisir. Nature, au sucre, au vin ou en dessert, chaque Français en mange près de 4 kilos par an. C'est pour faire de la pâtisserie, alors il faut qu'elle soit bien régulière. Sinon, c'est pas beau. Les fraises françaises, elles sont plus belles que les fraises étrangères? J'achète pas des fraises étrangères. Je me refuse d'acheter des fraises espagnoles. C'est bien. Au pays de la fraise, quand même. D'abord, elles sont pas bonnes. Elles n'ont pas de goût. Et elles sont pas uniformes en couleur. Elles sont d'un côté rouge et de l'autre côté blanche. En effet, la principale concurrente, c'est la fraise espagnole, proposée jusqu'à 3 fois moins cher. Souvent d'aspect identique, c'est surtout à l'intérieur que se cache la différence. Moins sucrée parfois, moins savoureuse, et pourtant difficile d'y échapper. Car près de la moitié des fraises que nous mangeons est importée d'Espagne, le plus grand producteur en Europe. Quelle est donc la recette de notre voisin pour proposer des tarifs plus attractifs? Quelles sont les méthodes utilisées pour la produire? Notre enquête va nous révéler des secrets de fabrication très étonnants qui font scandale au pays de la fraise pas chère. Avant de s'envoler pour l'Espagne, nous allons vous montrer comment notre fraise française sort de terre. Dans l'exploitation familiale de Patrick, le producteur que nous avons rencontré au marché. Celle qui veille sur ces centaines de mètres carrés de serre, c'est sa fille, Marie-Clarisse, 32 ans. Première surprise, ici la fraise ne sort pas vraiment de la terre. Elle est cultivée à plus d'1 mètre du sol et récoltée par 80 salariés, tous équipés d'une drôle de machine. Marie-Clarisse a investi plus de 8 millions d'euros pour moderniser son entreprise. Car chez elle, on chouchoute les fraises. Bonjour Nelou, ça va? Mais aussi les cueilleurs. Elle les connaît tous par leur petit nom. C'est bien travaillé. On a décidé de mécaniser les salariés pour éviter toute perte de temps, pour leur éviter aussi de porter la charge des colis. Ce qui nous permet en fait d'augmenter en qualité de ramassage. Pourquoi? Parce que chaque salarié qui a une brouette électrique, il est moins fatigué. Donc s'il est moins fatigué, il va ramasser aussi plus de produits le matin. C'est pour ça aussi qu'on a surélevé les plantes pour pouvoir éviter aux salariés de se mettre à 4 pattes par terre. Une technique qui permet également de ne pas abîmer le fruit. Alors je regarde la qualité du ramassage, mais je regarde aussi si au niveau du label rouge, c'est conforme à ce que l'on demande. Il faut savoir que la fraise est ramassée directement par les mains du salarié et mise en barquette dans le bon emballage directement. La fraise française n'est pas retouchée plusieurs fois. Elle est cueillie et mise en barquette. Son obsession, c'est la qualité. Et le résultat de cette récolte un peu étonnante, ce sont des barquettes remplies uniquement de produits haut de gamme. Donc là, nous sommes sur une palette de fraises sifflorettes en label rouge. C'est un produit qui est ramassé à bonne maturité, où le taux de sucre correspond au cahier des charges.
où les fruits sont bien rangés, bien alignés, avec des fruits qui sont identiques. Ces critères sont importants pour garantir aux consommateurs un produit de qualité. Ces fraises coûtent cher à produire et seront revendues jusqu'à 3 fois plus cher que leurs concurrentes espagnoles. Alors, elles doivent être parfaites. Marie-Clarisse est sans pitié avec les candidates qui n'ont pas la taille mannequin ou le teint un peu blafard. Ce sont des fraises destinées aux déchets, donc à jeter. Sur une récolte aujourd'hui, on est à 3-4 palox jour de déchets. 3 ou 4 palox, près de 30 tonnes de jolies fraises recalées par an. Et qui finissent leur courte carrière derrière la serre, directement à la poubelle. Ça fait mal au cœur parce que c'est du produit qui n'est pas revalorisé. Donc c'est de la production qui est perdue. On a travaillé autant pour le déchet que pour le produit qu'on va commercialiser. Donc tout ça, ça a un coût. Une sélection impitoyable, des méthodes de production modernes, voilà ce qui explique en partie le coût élevé de nos championnes. Et vous allez voir que chez nos voisins, certaines méthodes de production ne sont pas franchement les mêmes. Accompagnés de notre traductrice, Carmen, nous nous envolons pour l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Dans la région de Huelva. Avec 1700 hectares de serres de fraises, c'est l'une des plus importantes zones de plantation d'Europe. Une sorte de capitale de la fraise. Nos demandes de reportage lancées depuis la France auprès des producteurs espagnols sont restées sans succès. Alors, nous décidons d'aller frapper directement aux portes, équipés d'une caméra cachée. Comme ici, chez un leader du marché. D'emblée, nous comprenons que nous ne sommes pas franchement les bienvenus. Alors là, ce sont les personnes que vous devez contacter. Voici leur nom. Et là, vous avez le numéro de téléphone. C'est notre cabinet de communication, Interfresa. Cette femme qui fait barrage à l'accueil nous dit qu'elle va se renseigner auprès de ses supérieurs. Mais quelques minutes plus tard, même réponse. Pour faire quelque chose de plus simple, ce serait possible d'aller directement dans un champ de fraises? Non, il y a un protocole. Il faut contacter les personnes que je vous ai notées sur le papier. Ce sont eux et personne d'autre. Vous devez voir avec eux. La communication de tous les producteurs de la région serait donc gérée uniquement par un syndicat, Interfresa. Le problème, c'est que nos très nombreux appels pour le joindre resteront sans réponse. Ils répondent pas. Comme par hasard. Bon, on va poursuivre notre chemin tout seul. Nous décidons de sillonner cette étrange région, presque entièrement recouverte de bâches en plastique, à la recherche d'une exploitation qui nous ouvrirait ses portes. Après des heures de route, nous réussissons enfin à nous approcher d'un lieu de culture. Et au premier regard, nous constatons qu'on est bien loin des conditions de travail mises en place par Marie-Clarisse à Villeneuve-sur-Lot. Ici, pas de fraisier suspendu à 1 mètre du sol, ni de chariot pour transporter les fruits. Mais un balai de brouettes et des dizaines de salariés qui se cassent le dos, essentiellement des femmes, venues d'Afrique ou des pays de l'Est. Vous venez d'où? Hein? De Roumanie. D'où? De Roumanie. On est toutes roumaines de toute façon. Et ça se passe comment le travail? Bien. Bien, de toute façon, faut bien qu'on travaille. Hein. Des fraises cueillies à peine mûres pour supporter le transport vers l'étranger. Et visiblement, rien n'est jeté à la poubelle. Mais impossible d'en savoir plus, notre tentative d'interview s'arrête là. Aucune d'entre elles n'a vraiment envie de parler à des journalistes. Et il y a une raison. Quelques heures plus tard,
nous avons donné rendez-vous à José Antonio, le patron d'un syndicat ouvrier. Selon lui, l'omerta est imposée par les gros producteurs qui emploieraient des méthodes illégales et parfois scandaleuses pour faire pousser leurs fraises low cost. La culture intensive de la fraise, c'est clairement un clan mafieux. C'est de l'esclavage moderne, avec une mafia qui exploite les travailleurs. En tant que syndicat, nous avons dénoncé ce problème social, mais rien ne s'est passé. Pas grand-chose ne s'est passé non plus lorsque son syndicat a dénoncé l'an dernier des viols sur des travailleuses migrantes et de possibles chantages sexuels contre du travail dans les champs de fraises. Les femmes sont le maillon le plus docile de la chaîne, surtout les migrantes. Le droit de cuissage est répandu dans la province. C'était caché, mais de temps en temps, c'est mis au grand jour. Comme ce qui s'est passé la saison dernière. Des pratiques d'un autre temps et une main-d'œuvre étrangère mal payée. Le résultat, c'est toute une région en crise, avec un taux de chômage qui explose chez les ouvriers espagnols. Car à Huelva, plus personne ne semble vouloir travailler dans le secteur autrefois porteur de la fraise, à l'image de cette ouvrière, Belinda. La culture de la fraise, c'est foutu. C'est un travail très difficile. Tu travailles 7 heures, avec 30 minutes pour manger un sandwich, et ils te payent 33 € la journée. Quand tu as une famille, ça vaut pas la peine. Moi, je suis espagnole, et je te le dis, ça vaut pas le coup. Ce qui se passe avec les migrants, c'est qu'ils ne payent pas de loyer, pas de lumière, pas d'eau. La grande majorité d'entre eux vivent dans des bidonvilles. Si tu t'en vas vers le cimetière, c'est rempli de bidonvilles. Ils ne payent rien. Ils gagnent de l'argent que pour eux, pour manger, pour acheter de l'eau et pour s'habiller. Les migrants représentent aujourd'hui près de 20% de la population de la ville pendant la haute saison. Pourtant, en centre-ville, aucune trace des femmes rencontrées dans les champs de fraises. Nous découvrons que les migrants sont regroupés dans des bidonvilles comme celui-ci, que nous a indiqué Belinda. Il y en a 7 dans toute la ville. Ce camp serait aujourd'hui l'un des plus grands d'Europe. Mais là encore, impossible de parler aux femmes. Seul Francisco, un immigré guinéen installé ici depuis 9 ans, accepte de nous montrer ses conditions de vie. Il ramasse des fruits, mais aussi tout ce qu'il peut, afin de gagner de quoi survivre. Ça, c'est ma cuisine. C'est ici que je fais la cuisine. Ça, c'est du chorizo. J'en prends un peu pour le travail. Et faire des sandwichs. Là, j'ai des carottes. Ça, c'est du fromage. C'est très bon avec les sandwichs. Ça, c'est du laurier. J'ai aussi des œufs. J'ai un peu de riz, des oignons et des pommes de terre. Et aussi des pommes de terre pour les planter. Et ça, c'est quoi? Bah ça, c'est de l'eau. Bah, comme il n'y a pas d'eau ici, il nous faut de l'eau potable pour cuisiner et pour notre vie quotidienne. Mais comme nous n'avons pas de point d'eau, on prend des bidons pour conserver l'eau. Il faut bien qu'on ait de l'eau. Et ils viennent d'où? Ils viennent des champs, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas toxiques. C'est bien ça le problème. De l'eau stockée dans des bidons qui ont contenu du glyphosate, un produit chimique potentiellement cancérigène au cœur d'un scandale depuis des années. Pendant notre tournage, un migrant ayant des problèmes d'estomac est mort. Une réalité de plus en plus difficile à cacher. D'ailleurs, même les policiers locaux, pourtant tenus au devoir de réserve, nous abordent pour témoigner leur ras-le-bol. Le problème, vous voyez, c'est que nous sommes sur un terrain privé. Et si le propriétaire ne dénonce pas l'occupation illégale de son terrain, eh bien, ni les juges, ni la police ne peuvent intervenir. Selon lui, propriétaires de terrain et producteurs de fraises seraient de mèche. Et même les autorités locales fermeraient les yeux. Les producteurs disent qu'ils ne les embauchent pas. Mais on sait que certains patrons sans scrupules les font travailler parce que, comme ils n'ont pas de papier, ils ne paient pas la sécurité sociale. Une pratique illégale et surtout une concurrence déloyale avec la fraise française. Et ce n'est pas tout. Depuis quelques années, un autre scandale éclabousse le petit monde de la fraise espagnole.
Pour en mesurer l'ampleur, direction le parc du Doñana, classé patrimoine de l'UNESCO, où nous avons pris rendez-vous avec Felipe Fuentelsa, un militant écologiste très remonté contre les producteurs de fraises. Ici, il y a environ 11 000 hectares cultivés et au moins 2 000 hectares qui devraient être supprimés, car il n'y a pas les ressources naturelles nécessaires. Et ça menace tout l'écosystème. Résultat, la moitié des cours d'eau auraient disparu à cause des exploitations intensives, très gourmandes en arrosage. Y compris dans les zones normalement protégées, où Felipe a dénombré près de 2000 hectares de plantations illégales, les zones rouges. La flore et la faune y sont menacées. Et pourtant, les producteurs ne se privent pas d'y forer des puits illégaux pour pomper toujours plus profond la nappe phréatique. C'est une machinerie de puits qui va jusqu'à 40 ou 50 mètres de profondeur pour pomper l'eau. Et avec l'aide d'un tuyau, ça va directement dans les champs. Ça ne devrait pas exister, ce type d'installation, surtout pour une utilisation privée, alors que nous sommes sur le domaine public. Des puits illégaux pour alimenter les réservoirs des producteurs de fraises. Felipe en a découvert une cinquantaine dans la région, et certains forages font parfois la une de la rubrique faits divers. Comme l'an dernier, où un enfant de 2 ans a chuté dans l'un de ces puits laissés à l'abandon. Coincé une centaine de mètres sous terre, les secours n'ont pas réussi à le sauver. Rien ne semble donc pouvoir enrayer l'extension de cette mer de plastique. Ni les drames humains, ni le scandale écologique inévitable, selon Felipe. En fait, on a créé une activité économique, l'une des plus importantes d'Europe, sans avoir les ressources naturelles. Et l'autre problème, c'est que sans eau, il n'y a pas de culture, et il n'y a pas d'emploi. Mais il faut regarder à long terme, pas à court terme. Si nous continuons à travailler de cette manière, à tirer encore plus d'eau, qu'est-ce qu'il va se passer? On va avoir des cultures aujourd'hui, mais dans 20 ans, ce ne sera plus possible de faire de l'agriculture ici. On est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Bilan de notre tournage, un scandale de l'eau annoncé, une main-d'œuvre bon marché exploitée de manière parfois illégale. Nous ne pouvions repartir sans tenter d'obtenir quelques explications de la part des producteurs de fraises. De retour à Huelva, notre guide Carmen a entendu parler d'une réunion culturelle autour de la fraise, où le patron du fameux syndicat Interfresa sera présent. Nous ne sommes bien évidemment pas invités. Pourtant, nous décidons de tenter notre chance. Le colloque se tient dans cette salle mise à disposition par la mairie. L'accueil y est plutôt chaleureux, on a même droit à un petit cadeau. Des bonbons en forme de fraise. Merci. C'est un cadeau. Le président du syndicat de producteurs semble être une star régionale. C'est lui, cet homme barbu, qui n'hésite pas à faire des selfies avec les invités. Mais lorsqu'on tente de l'approcher... Je peux vous poser une petite question? Non. Non, là, je vais aller m'asseoir. Ayant perdu le sourire, il donne aussitôt des consignes à sa responsable des médias, la femme brune en manteau de fourrure. Ma fille, écoute, je suis la responsable média de l'association. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer un compte-rendu. Mais vous ne pouvez pas rester là. Vous me donnez votre mail et je vous envoie tout ça. Et dès que ça commence, vous devez partir. Nous devons donc quitter la salle. Aucun responsable de la fraise espagnole ne donnera suite à nos multiples demandes d'éclaircissement, relayées par Carmen depuis notre retour en France. De quoi nous laisser un petit goût d'inachevé. Retour en France, où notre enquête sur les produits du terroir nous emmène cette fois en Bretagne, à la découverte des secrets de fabrication de la galette de sarrasin. C'est la spécialité de la région et l'emblème de sa gastronomie. Nous sommes au sud du Finistère, dans le pays bigoudin, une micro-région très attachée à la culture et à la tradition. Nous avons rendez-vous dans ce restaurant qui propose les galettes les plus authentiques et une recette 100% bretonne. Le patron, c'est Yvan Coteau, restaurateur depuis 25 ans et expert en galettes.
Vous avez vu cette belle couleur? Comme dirait Jean-Pierre Coff, aurait dit Jean-Pierre Coff, ça c'est pas de la merde. Ces galettes, ce breton pur jus et arrière-petit-fils de crêpier les prépare à la minute, dans les règles de l'art. L'étape cruciale, c'est la cuisson. Parce qu'il faut être rapide parce que votre crêpe continue à cuire. Donc tout vient de la rapidité. Si vous attendez, vous allez avoir une crêpe très crase. Le crase en breton, c'est le croustillant. Il en faut, mais pas trop. Nous, on travaille de la souplesse. Vous voyez, au niveau de la crêpe, elle est très souple, quoi. Elle est bien cuite, mais très souple. Et les clients, visiblement, adorent. La forestière. Voilà. Moi, je préfère comme elle est là, c'est-à-dire elle est juste comme il faut. Pas trop crasse, pas trop molle. La crêpe, c'est une institution. Le secret numéro 1 d'Yvan pour réussir de bonnes galettes réside dans la pâte, mais surtout dans la qualité de la farine de blé noir, l'ingrédient principal. Yvan ne jure que par la farine bretonne. Le secret de la pâte, c'est que j'essaye de travailler des bons produits de la région sur des circuits courts. Moi, je travaille le blé noir breton parce que c'est excellent par rapport à un blé noir qu'on trouve en Europe de l'Est. Il a beaucoup moins d'amertume. Au niveau de l'odeur, si vous avez eu l'occasion de goûter des blés noirs polonais, ça n'a rien à voir. Et en ce qui concerne la recette, rien de plus simple. Donc là, j'ai mis 1 kg de farine de blé noir. Je vais rajouter un œuf. Je mets entre 30 et 40 grammes de gros sel. Et je rajoute mon litre d'eau froide, pas d'eau tiède ni d'eau chaude. Ensuite, tout est dans le tour de main. J'obtiens un pâton, donc une pâte bien épaisse, là, comme en boulangerie. Et là, je vais la battre. Donc vous avez vu, comme il n'y a pas de gluten dans le blé noir, il n'y a aucun risque de grumeaux. Vous avez vu, j'ai une pâte bien lisse. En main, on dirait un petit peu de la soie. Grâce à son blé noir local, Yvan confectionne une galette traditionnelle made in Bretagne. Mais voilà, le blé noir breton ne représente que 30% de la consommation en France. Le reste est importé d'Europe de l'Est ou de Chine, car il coûte en moyenne 2 fois moins cher. Pour savoir comment s'expliquent les différences de prix entre le blé noir breton et le blé noir d'importation, nous avons rendez-vous à Vitré, en Ille-et-Vilaine. C'est ici que Catherine Delhommel dirige l'un des derniers moulins artisanaux en activité. Dans ce décor d'un autre temps, elle fabrique à la meule de pierre de la farine de blé noir bretonne, protégée par une IGP, une indication géographique protégée. L'IGP certifie une traçabilité, une origine certifiée. Pour moi, c'est un produit de qualité exceptionnelle et c'est vraiment riche, a une réelle valeur ajoutée. Le blé noir IGP est certifié du champ à l'assiette. Une série de contrôles drastiques sont imposés aussi bien aux agriculteurs qu'aux meuniers pour assurer aux consommateurs un produit sain et de qualité. Mais tout ça a un coût, alors certains crêpiers font des économies. La majorité des crêperies en Bretagne travaillent avec une farine de sarrasin d'origine soit de France, soit d'importation. Elles ne cherchent pas forcément la qualité Bretagne puisqu'elles sont en Bretagne. Donc elles ne font pas toujours l'effort d'aller vers un produit régional. Il faut dire que la crêpe peut vite devenir un business juteux. Et tous les moyens sont bons pour augmenter les marges. Elles peuvent atteindre 85% du chiffre d'affaires. C'est un record dans la restauration. Une promesse alléchante qui attire toujours plus de nouveaux acteurs sur le marché. Bien loin de la tradition bretonne, la tendance du moment, c'est la crêpe version fast-food. Mais pour se lancer dans les affaires, le plus simple, c'est la vente ambulante. À Annecy, une société propose même un surprenant concept clé en main. Chers amis, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez fait bon voyage? C'était long. Et vous aussi, vous avez fait bon voyage? Xavier Goury espère devenir un roi de la crêpe en quelques instants.
Ce nouveau client a fait le déplacement spécialement depuis Tahiti. Ah, les couleurs. Pas mal. Ah, ça en jette, hein. Donc là, vous êtes dans notre showroom où on a en présentation tous les équipements qu'on propose. C'est pour ces chariots à roulettes, présentés comme le must du chariot ambulant, que Xavier a voyagé pendant 24 heures. Donc vous avez au niveau du distributeur de pâte à crêpes, qui vous permet de garder votre pâte réfrigérée à peu près 6 heures, comme si c'était au frigo. Ouais, donc pour l'hygiène, c'est l'idéal. Avec des plaques eutectiques. Après, donc, vous avez votre crêpière, qui est des crêpières de 40 cm de diamètre, le râteau pour étaler la pâte, spatule pour retourner la crêpe. Donc, vous commencez par le graisseur. Ça a l'air tout bête, mais l'objectif, c'est de faire des crêpes à la chaîne, pour une rentabilité maximum. Votre crêpe, elle est en train de commencer à cuire. Le modèle qui fait rêver Xavier est vendu avec l'équipement complet pour crêpes et gaufres à 8 200 €. Il faut attendre que les rebords soient un petit peu dorés, c'est-à-dire que ça commence à cuire. Mais la force du concept, c'est que la société ne se contente pas de vendre les chariots. Son arme fatale, c'est cette préparation pour pâte à crêpes. C'est une poudre déshydratée. Il y a les œufs, la farine, le lait et du beurre. Ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et à mixer. C'est un peu la pâte à crêpes pour les nuls. Ah, j'ai fait la bêtise là. Mais la machine ne fait pas tout. Oh, c'est finir à la poubelle ça, malheureusement. 2 de suite à la poubelle. Lorsque l'on regarde d'un peu plus près les ingrédients de la pâte à crêpes au sarrasin, on s'aperçoit qu'on est loin de la recette traditionnelle bretonne. D'abord, la farine de sarrasin est mélangée à de la farine de blé. Elle contient des ingrédients transformés comme le lactose et les protéines de lait, mais aussi de l'huile de palme, une huile bon marché très décriée. Vous vous en sortez bien. Mais selon Guy Métral, le patron, l'intérêt du concept pour ses clients, c'est tout simplement la rentabilité. Le client qui achète chez nous, il prend le chariot, 24 heures après, il se met à son compte et il commence à toucher son premier centime d'euro. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de rentabilité et en termes de retour sur l'investissement, c'est de l'ordre de 3, 4, 5 ou 6 semaines. Je pense que ça, c'est exceptionnel. De gagner sa vie en ayant fait des sacrifices pendant 5 ou 6 semaines pour pouvoir après, effectivement, peut-être élever sa famille parce qu'on a un bon salaire. Et Guy Métral ne se contente pas du marché français. Il vend ses chariots aujourd'hui dans 70 pays. Il faut savoir que la crêpe, c'est universel. Il n'y a pas de religion. Donc tout le monde peut manger de la crêpe. Et en réalité, c'est ça le fort de ce produit. C'est pour ça qu'on est présent dans plusieurs pays. Reste à savoir si ça marche sur le terrain. Si la réalité correspond bien au discours commercial bien huilé de la société. Pour le savoir, nous suivons Frédéric. À 56 ans, il est torréfacteur installé à son compte et il a choisi d'élargir son activité en devenant crêpier. Aujourd'hui, pour lui, c'est le grand jour. Il va vendre des crêpes pour la toute première fois dans les allées d'un concours hippique. Bonjour. Je cherche Madame Ringot. Vous allez bien? C'est moi. Ouais, bon. Donc je viens pour l'emplacement des crêpes. Ah bah alors je vais vous montrer ça, on y va. Allez, c'est parti. Le chariot a beau être sur roulette, il pèse son poids. Alors Frédéric a besoin de renfort. Ouais. Voilà. Toc. Voilà. On va s'installer ici, comme ça vous avez le courant, la circulation se fait par là, tout le monde va passer devant vous, vous serez installé au chaud. Un emplacement parfait pour Frédéric, qui compte bien vendre un maximum de crêpes. L'idéal, quand on veut vendre quelque chose, c'est d'être sur le passage. Que tout le monde nous voit, qu'on soit vu en fait. Hein. Après, c'est la qualité de la crêpe qui va faire la différence. Pour faire des crêpes, Frédéric doit commencer par préparer la pâte. C'est parti. Et pour ça, il faut de l'eau. Sauf qu'ici, il n'y en a pas. Son seau et son mixeur sous le bras, c'est donc parti à la recherche d'un point d'eau. On lui a indiqué qu'il y aurait un robinet à l'autre bout du parking. Putain, il n'y a pas d'eau. Eh, vous savez où il y a de l'eau?
Là, à l'intérieur, là? Ok, bon. Frédéric finit par trouver un robinet dans une écurie où il se lance dans la préparation de sa pâte, à même le sol, au milieu des chevaux, de la paille et du crottin. Aucune embrouille, ça marche du feu de Dieu. Grâce à sa préparation déshydratée, en un coup de mixeur, le tour est joué. Si on avait dit aux gens que vous feriez de la pâte à crêpes dans une écurie, vous m'auriez dit quoi? Je vous aurais dit, bah c'est possible. Hein. Possible de faire 6 kilos de pâte à crêpes en 3 minutes dans une écurie. Maintenant, reste à vendre les crêpes. De retour sur son stand, Frédéric nous montre sa carte. 2 € la crêpe nature, 2,50 € la chocolat et 6,50 € la complète. Donc pour vous, la plus rentable à faire, c'est laquelle? Il n'y en a pas de plus rentable, elles sont toutes rentables. La pâte lui coûte un peu plus de 10 centimes par crêpe, auquel il faut ajouter 20 centimes par ingrédient supplémentaire. La marge sur la complète avoisine les 90%. Une bonne opération à condition de vendre pas mal de crêpes. Il faut savoir que notre crêpier a emprunté 10 000 € pour acheter son matériel. La machine par mois me coûte 300 €. Donc dans 3 ans, elle est à moi. Donc maintenant, il faut que je fasse un objectif qui est minimum de 1 000 € au mois. À 2 € la crêpe en moyenne, cela représente 500 crêpes par mois. Cette première journée est donc un bon test pour savoir de quoi il est capable. C'est la première fois que je fais ça, donc je me lance. Hein. Donc si je fais 100 crêpes, je serai content. Et puis je pourrai aller que en m'améliorant. Et visiblement, ça marche. Elles sont meilleures que maman. Une petite douceur. Ça fait toujours du bien. Elles sont meilleures, on dirait elles sont mieux faites. En plus, elles sont grosses. En fait, elles sont hyper bonnes. Elles sont meilleures que chez moi. Certains clients vont même jusqu'à lui demander conseil sur sa recette. J'arrive pas à la faire, la pâte à gaufres. Pourquoi? Je les rate à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elles sont molles, elles ne gonflent pas. Il faut mettre de la levure chimique. Oui, bien sûr. Non, la boulangère. Non, de la levure chimique. Ah oui? Ouais. Loin de se dégonfler, notre crêpier débutant joue les experts. Voilà. Si vous mettez de la boulangère, c'est pas bon. Il faut mettre de la levure chimique. D'accord. Mais rien de gazeux? Non. Non? Levure chimique, c'est la même pâte que la pâte à crêpes. Pour 1 litre de lait? Alors moi je parle en kilos. Pour 1 kilo, il faut 7 grammes. De levure? Ouais. Pour 1 kilo, il faut 7 grammes de levure chimique. Voilà. Donc je vais m'amuser à peser 7 grammes de levure chimique. Pour 1 kilo. On vous en redira des nouvelles quand on revoit. Bien sûr. Bien sûr, je me souviendrai de vous. Vous n'avez pas osé lui dire? Ouais, bah après, c'est pas moi qui lui ai dit que c'était ma recette. C'est elle qui a dit que c'était ma recette. Pour entretenir le mystère et puis bah, de toute façon ils sont tous contents quand même. On s'aperçoit que les gens sont contents et ils veulent. En fait, il faut pas rentrer dans les détails parce qu'autrement, ils s'en foutent un petit peu à la limite. Ce qu'ils veulent, c'est quand ils mangent, que ce soit bon. C'est exactement ça. Au final, Frédéric a vendu 160 crêpes, plus que les 100 qu'il s'était fixés. Impeccable. Merci beaucoup. Au revoir. Cette première est donc un succès. Artisanale ou industrielle, la crêpe a de beaux jours devant elle. Pour savoir ce que vous avalez, le plus simple, c'est encore de demander à voir les ingrédients, au risque sinon de vous faire rouler dans la farine. Notre enquête se termine là où elle a commencé, à Marseille, à la découverte d'une institution aussi célèbre que la basilique, les calanques et les parties de pétanque. Et la pétanque, on fait que ça. On est tous des tireurs d'élite, pardon. Le perdant, il paye à boire. Une carte postale qui ne serait pas tout à fait complète sans le sacro-saint pastis de Marseille. Le pastaga, comme on dit ici. Pas encore pris apéro. Je me réveille. Pas trop d'eau, hein? Ah, pas trop d'eau, normal. Plus qu'une boisson, c'est une institution. Ici, on ne plaisante pas avec le pastis. Et bonjour, santé. Et sur la question, on est même un peu chauvin à Marseille. Pas bien là?
c'est typique de chez nous. 100% pur jus. Il n'y a qu'ici qu'on en fait. Sinon, le reste, c'est bidon. Marseille, c'est Marseille. Voilà, on peut en faire d'autres, mais ce ne sera jamais celui d'ici. Le jaja. Que du beau, que du bon. Et allez l'OM. L'engouement pour le pastis dépasse les frontières de la cité phocéenne. Chaque année en France, 130 millions de litres de pastis sont consommés, l'équivalent de 2 litres par an et par personne. Quelques marques d'industriels, bien connues des consommateurs, sont partout présentes en grande surface et sont leaders sur le marché. Notre enquête commence dans les rayons d'un supermarché. Nous avons donné rendez-vous à Alexandre Vintier, consultant en spiritueux, pour décrypter cet univers du pastis. La première mention qu'il faut regarder, c'est la mention pastis de Marseille. Ce n'est pas une origine, c'est une recette donc, qui impose 2 pour 1000 d'anétole, donc cette saveur anisée, et une certaine proportion de réglisse, un maximum aussi en sucre. Donc on voit qu'on a quasiment que des pastis de Marseille partout. Étonnant, mais l'appellation pastis de Marseille, c'est une recette. Elle n'indique ni l'origine des produits, ni celle de la fabrication. L'une des 2 marques leaders du marché n'a par exemple aucune usine à Marseille. Et vous allez voir que certains ingrédients essentiels comme l'anis ont une origine plutôt insoupçonnée. Et cela, quel que soit le prix de la bouteille. Pour en savoir plus sur la fabrication du pastis, nous avons contacté les grandes marques, leaders du marché. Mais aucune n'a donné suite à notre demande d'interview. Nous poursuivons donc notre enquête auprès des acteurs de la filière artisanale. Aujourd'hui, en plein boom. Ils sont une 50aine de petits producteurs à concurrencer les grandes marques avec leurs pastis et à grignoter des parts de marché. Direction Aix-en-Provence, où David Gabrielian et sa femme Anne-Sophie, 2 passionnés de pastis, ont ouvert la pastisserie, une épicerie spécialisée qui cartonne. Vous avez 10, 50 centilitres et 70 centilitres. Ici, pas de marque de supermarché. La boutique, présentée comme une cave à pastis, ne vend que du pastis artisanal et local. C'est la Provence qui est au cœur du concept. Le pastis, ça fait partie de la culture provençale, c'est vraiment ancré. Et nous, en tant qu'enfants du pays, en tant que Marseillais, donc on essaie de faire découvrir ça aux gens. Le pastis fait partie du terroir provençal. Et les propriétaires jouent à fond la carte de l'exception, avec des grands crus comme pour le vin, ou des flacons élégants qui dépoussièrent l'image populaire de la boisson. Le pastis se décline sous toutes ses formes, dans la moutarde, les terrines, les confiseries et même dans le savon. Sans oublier la petite touche marketing, du pastis bleu. La bouteille recyclable. Donc là, on fait un remplissage de pastis. On propose aux clients de revenir avec leur bouteille vide et on la remplit. Parfait pour faire revenir les clients. Mais la bonne idée de David, c'est surtout de faire déguster le pastis comme on le fait pour le vin. Même si, attention, c'est à consommer avec modération. Je vous laisse sentir d'abord. Les pastis sont pas très agressifs. On est sur 45 degrés, mais vu qu'on est sur une macération de plantes, ils sont très agréables à la dégustation, vraiment. Donc là, on a la base réglissée quand même. Et derrière, normalement, petit à petit, vous allez avoir les arômes de Provence qui viennent s'installer. La démarche semble faire mouche auprès des clients. Et ça symbolise aussi les arômes et toutes les fragrances qu'on peut retrouver dans la nature. Donc l'anis, la badiane, voilà, la garrigue, les parfums de la garrigue. C'est vraiment les parfums qui sont liés à la nature. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. David a accepté de nous dévoiler les coulisses de la fabrication de son pastis. Pour cela, il nous emmène à 1 heure de route au cœur de la Provence, dans le petit village de Mormoiron. Il a rendez-vous avec son distillateur. Bonjour Christophe. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va, très bien. C'est ici que ces différentes recettes de pastis ont été élaborées.
Avec Christophe et Vincent, le directeur d'exploitation, ils ont mis au point le fameux bouquet aromatique qui donne au pastis son goût original et son parfum si subtil. La marjolaine ici. Ce qui va définir vraiment le pastis, ça va être ce qu'on y apporte en plus, le bouquet aromatique, donc là en l'occurrence le bouquet provençal. Marjolaine, thym, sauge. Dans le bouquet aromatique du pastis de David, on retrouve toutes les plantes aromatiques de la région. On a 2 ingrédients qui sont vraiment nécessaires, qui caractérisent le pastis. Ça va être la badiane et la réglisse. Sans ces 2 ingrédients-là, on n'a pas de pastis. Et c'est régional? Alors, la badiane et la réglisse ne sont pas cultivées en Provence, ni même en France. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les 2 ingrédients principaux du pastis n'ont donc rien à voir avec la France. Ni la réglisse, ni la badiane, l'autre nom de l'anis étoilé, dont l'origine est étonnante. Pour le découvrir, direction la Chine, à 8000 km de là. C'est dans ce pays qu'est récolté et transformé 95% de la production mondiale d'anis étoilé, la badiane, qui sert à fabriquer notre pastis. Nous faisons route vers l'est pour rejoindre la province de Nanning, la région principale du pays où l'on produit de la badiane. Toute l'économie tourne autour de son exploitation. Un peu plus au sud, la ville de Xian-de-Debao. Selon nos informations, c'est ici que sont basés les principaux négociants de badiane. L'un d'entre eux accepte de nous rencontrer, Monsieur Li. Il se présente comme l'un des 4 plus importants négociants du pays. Il nous fait visiter ses entrepôts. C'est ici qu'il stockerait la badiane, qu'il revend à des intermédiaires. C'est de l'huile d'anis que les paysans viennent de distiller et que je viens de récupérer. J'achète l'huile d'anis dans les montagnes auprès des paysans et je regroupe les différentes productions dans mon entrepôt. L'huile d'anis, c'est de l'huile de badiane, obtenue après une première distillation. Mais ce n'est pas encore le produit final qui est exporté. Je la raffine et puis je la distribue aux entreprises d'import-export et à d'autres usines. Ces entreprises les vendent à l'étranger. Je suis un intermédiaire en quelque sorte. L'huile subit en fait une deuxième distillation. Et voici le produit final, de l'anétol. C'est ce produit-là que vous voulez voir. C'est ça que les Français importent le plus, de l'anétol. De l'anétol comme ce produit-là. Je sais que les Français fabriquent le pastis avec ça et du parfum. C'est l'anétol, peu soluble dans l'eau, qui produit ce côté trouble bien connu du pastis et qui contient le puissant aromanisé, reconnaissable entre tous. Il ne faut pas se fier à la taille du flacon. Selon nos estimations, avec la quantité contenue dans cette fiole, on peut produire plus de 10 litres de pastis. Ce petit flacon, c'est 7 €. Mais alors, comment récolte-t-on l'huile qui va donner ce précieux anétol? Pour le savoir, nous accompagnons Monsieur Li. Il nous emmène à la rencontre de ses fournisseurs, à 2 heures de route de là, dans une zone de campagne reculée. Dans ce petit village, le temps semble s'être arrêté. Une 50aine d'habitants vivent ici de l'agriculture et la fabrication de l'huile de badiane est la seule source de revenus. Dès son arrivée, un paysan vient à la rencontre de Monsieur Li. Eh, salut! Je peux voir ta badiane? Oui, oui, on travaille là-haut. Contrairement aux rizières du village, facilement accessibles, la badiane pousse au sommet de la montagne. Alors, fatigué? Oui. Vous y montez souvent? Non, pas très souvent. Mais là, je voulais voir comment ils cultivent. Parvenus au sommet, nous faisons une découverte surprenante. Ce n'est pas un fruit, mais directement les feuilles et les branches qu'ils récoltent. Ils nous expliquent
que c'est ça qui va servir à fabriquer l'huile d'anis. En fait, l'arrivée des fruits, c'est vraiment aléatoire d'une année sur l'autre. Du coup, il n'y a pas de fruits chaque année. C'est pour ça qu'on coupe les feuilles pour les distiller en huile. On est bien loin des garrigues de Provence et de la canebière. C'est pourtant bien ici que le pastis prend son origine. Les feuilles, ça produit plus d'huile que les fruits. Et sur le marché, c'est l'huile qui rapporte le plus d'argent. Et quand on lui demande s'il sait à quoi sert son travail? L'huile, on ne s'en sert pas ici. On ne fait que la fabriquer et la vendre. Voilà, c'est ça, on la fabrique et on la vend. On s'en sert pas. Même en Chine et dans tout le pays, personne s'en sert. Tout est exporté. C'est exporté en Europe ou vers d'autres pays, j'en suis pas certain. Je sais que ça sert à fabriquer des cosmétiques ou d'autres produits. Mais avant de finir dans notre verre d'apéritif, le processus est encore long. Les branches sont transportées à dos de mule. Les paysans peuvent en ramasser jusqu'à 1700 kg en 3 jours. C'est maintenant l'heure de la deuxième étape. Ils nous emmènent un peu à l'écart du village, au bord de la rivière, où ils ont installé leur alambic. Une installation rudimentaire mais ingénieuse, alimentée au feu de bois. Tiens-les bien, on va les ramener là-bas tous les deux. Allez, on va voir combien de paquets de feuilles on peut mettre dans cet alambic. Mais attention, je te dis de le détacher, ce sera beaucoup plus simple. Mais regarde, fais comme ça, parce que le paquet est beaucoup plus lourd que toi, sinon on va pas y arriver. Une pluie battante se met à tomber. Mais les paysans imperturbables poursuivent la fabrication. La badiane pourrait pourrir. Et il faut plusieurs heures pour faire chauffer l'alambic. Allez les gars, on tasse, il faut tasser là. Pour entasser un maximum de branchages, les paysans montent carrément dessus avec les chaussures, jusqu'à enfourner près d'1 tonne dans la cuve. Allez les gars, plus ce sera tassé, plus ça fera d'huile. Puis c'est l'heure de refermer l'alambic. Et l'huile commence à couler. Voici le premier jus qui, après plusieurs distillations, donnera l'anétol, revendu dans le monde entier par Monsieur Li. Vous êtes content de cette production d'huile? Oui, oui, bien sûr. S'il y a de l'huile, il y a de l'argent. Je prends un petit échantillon, il faut que je fasse des tests. Quand est-ce que je pourrais les récupérer? Bon, on va finir ce soir. Ok, alors à ce soir. En une semaine, ils vont produire près de 11 litres d'huile d'anis. Monsieur Li les paiera 1300 yuan, soit 180 €, que les paysans vont se partager. Quant à l'huile, elle partira dans une usine chargée de fabriquer l'anétol, qui sera exporté dans le monde entier, et peut-être en France, où il finira dans votre verre de pastis. Et dans quelques instants, vous allez découvrir d'autres produits du terroir qui posent également question.